En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit Aboubakar Sidnaba, promoteur de la radio Savane FM, animateur de l'émission Sonré. Sidnaba, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous appelle-t-on Sidnaba? D'où vient ce nom qui vous colle tant? Sidnaba, c'est un surnom. Depuis mon tendre enfance, je n'ai pas contourné la vérité, même au détriment de mes intérêts. Et ça fait que, de fur et à mesure, les gens ont commencé à m'appeler Thierry de vérité. Mais ce nom aussi a tant influencé les auditeurs. Tout ce que vous dites est considéré comme la vérité absolue. Est-ce que ce n'est pas une grande responsabilité pour vous? Bien sûr. À l'âge de 6 ans jusqu'à 9 ans, j'ai vécu avec ma grand-mère. Un jour, elle m'a dit, il y a des qualités qui empêchent l'homme de vivre aisément, si vous l'avez. La première qualité, quand vous êtes un homme accepté par tout le monde, parce que vous êtes intègre, digne, vous ne pouvez plus vivre comme les autres. Vous êtes comme un prisonnier. Tout ce que vous dites, les gens vous croient. Donc, vous êtes contraint à dire toujours ce qui ne peut pas nuire votre image. Donc vous ne pouvez pas vivre comme les autres. L'autre qualité, c'est quand vous êtes détesté par tout le monde. Dites la vérité, les gens disent, comme c'est un tel là, il ne faut pas croire. Tu ne peux pas vivre aisément. Tout le temps, tu es dans les chagrins. Donc il m'a dit de tout faire pour être dans l'autre partie. C'est-à-dire être quelqu'un qui ne ment pas. Même si cela va coûter mes intérêts, ainsi va la vie d'un intérêt. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, certainement il y a un impact. Je suis bien placé pour vous le dire. À cause de mes positions, j'ai perdu pas mal de privilèges à cause de mes positions. Un homme qui a autant d'audimat qui est écouté est souvent sollicité par le politique, par les politiciens. Comment Sidnaba gère cette pression? Là aussi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a deux vieux que je ne peux pas oublier, paix à leurs âmes. Le premier, c'est le président Gérard Kango Ouedraogo, qui m'a considéré comme son fils. Un jour, il m'a dit, mon fils, tu as de l'avenir. Et le conseil que j'ai à te donner, moi je suis un politicien, j'ai commencé la politique à mon tendre enfance jusqu'à maintenant. Mais je te déconseille de faire la politique. Même si moi-même je t'appelle aujourd'hui de me rejoindre, il ne faut pas venir. C'est ce que Gérard Kango m'a dit. La deuxième personne, c'est Papa Xavier, c'est le père de Désiré Komboyogo. Il m'a dit un jour, mon fils, ton avenir n'est pas dans la politique. Je te déconseille. La ligne où tu vois là, les politiciens vont te contacter un jour. Il ne faut pas les suivre. Dans un premier temps, tu vas constater que tu es en train de perdre des privilèges. Mais je te conseille de rester là où tu es. Tu as de l'avenir là-bas. Je me rappelle que ce jour-là, il a fouillé ses poches et il avait 3 billets de 10 000 francs, 30 000. Il m'a tout donné. Donc, ça m'a marqué. C'est en toute sincérité qu'il m'a conseillé. Ce conseil de décharge-là, je l'ai pris à cœur et aujourd'hui, je l'applique. Vous ne faites pas de la politique et pourtant, vous possédez un média puissant aujourd'hui, courtisé par beaucoup de gens qui vont vouloir communiquer à travers ce média. Est-ce que vous êtes vraiment exempt de la pression de ces gars? Est-ce que vous arrivez à résister? Bien sûr, c'est le cas. Tous les régimes qui se sont succédés, aucun des régimes n'a eu notre faveur. Ah non, les auditeurs le savent. On peut vous donner l'antenne, on peut vous ouvrir l'antenne, mais nous-mêmes, prendre parti pour vous, ça n'est pas dans notre déontologie, quoi. Chaque organe a sa ligne éditoriale, mais c'est nous ne sommes pas politiques. Quand on devient un homme populaire avec beaucoup d'admirateurs, souvent c'est tentant de s'essayer à la politique, de chercher un poste politique. Est-ce que vous souhaiterez un jour rentrer dans ce domaine? Si ça m'intéressait, il y a longtemps j'étais élu quelque part, soit conseiller ou député. Mais ça ne me tente pas. Sidnaba, sous la transition, on dit que vous avez joué un rôle important, on dit que vous êtes un proche de l'ancien Premier ministre et que les déclarations importantes se faisaient sur votre radio. On se rappelle la grande interview de Zida qui a attesté de la véracité des écoutes téléphoniques, c'était sur vos ondes. Cette proximité, certainement, vous avez dû peut-être l'accompagner. Le président Roch Kaboré est passé sur nos antennes ici pendant 100 minutes. Personne n'a dit que je suis parenté à Roch ou j'ai travaillé pour Roch. Zida a été interviewé 10 minutes. Et Zida, je suis proche de Zida.
À vous de faire la part des choses. Est-ce qu'il n'y avait pas une part de vérité à partir du moment où vous portez les mêmes noms et puis vous venez de mêmes contrées? Les gens ont vu cette proximité. Zida n'a pas demandé à ses parents d'être nés dans la famille Zida. Idem pour moi. Cela ne veut pas dire que comme nous portons les mêmes noms, nous ne devons pas exister. Ça, c'est des faux jugements. C'est des faux jugements. L'interview de Zida, Savane FM a demandé à rencontrer le Premier ministre dans une émission en direct à Savane FM. Et il a accepté. Idem que le président Artel, on l'a invité, il a accepté l'invitation. Il a parlé pendant 100 minutes à Savane FM. Donc entre Zida et Rock, qui a eu beaucoup de faveurs. Zida ou Rock? Zida a parlé 10 minutes. Et Rock a parlé 100 minutes. Vous êtes plus proche de Rock alors? Je ne suis plus proche de personne, je suis plus proche de Burkina Faso. Votre radio a subi la furie des putschistes au coup d'État manqué du RSP. Pourquoi particulièrement les militaires se sont intéressés à une radio privée comme Savane FM? Est-ce que c'est parce que vous étiez proche de Zida? Écoute, c'est pas la première fois que la radio Savane FM a été vandalisée. Le 15 avril 2011, la radio a été vandalisée. Zida n'était pas au pouvoir. Je dis bien 2011. Qui étaient ces auteurs à l'époque? Des militaires, pendant la mutinerie. On a tout perdu. Les archives, tout. On a tout perdu en ce moment. Zida n'était pas au pouvoir. Maintenant, vous faites allusion... Demandez pourquoi, voilà, pourquoi votre radio a été attaquée. Mais maintenant, c'est les auteurs qui peuvent vous dire ça. Nous, on ne les a pas appelés. Donc, on ne peut pas savoir ce qui les a poussés à venir nous attaquer. Est-ce parce que vous meniez une émission qui compromettait un peu ce coup d'État? Bon, concernant le push manqué, les 16 soirs, moi, j'étais en tournage sur mon film Papa, mon rival. C'est pendant le tournage qu'on m'a informé. En fait, j'ai cherché à appeler quelqu'un. J'ai vu qu'il y a eu des appels manqués de ma mère. Donc, j'ai tenté de l'appeler pour savoir de quoi il s'agit. Là qu'elle m'a demandé, là où je suis, j'ai dit, mais je suis au travail. Il dit, mais tu n'as pas appris que le pays est en train de basculer. J'ai dit, comment ça? Qui d'après qu'on a arrêté le président Kafando, le premier ministre, et toi, tu es en train de travailler. J'ai dit, mais moi, je lui ai dit, mais toi, tu aimes écouter des choses, des ragots des gens. Je ne courais pas, quoi. Bon, quand je suis raccroché avec elle, j'ai appelé mon service pour savoir ce qui se passe. C'est là qu'on m'a appris que, oui, il y a un problème au niveau de la présidence. Même Radio Omega était déjà attaqué. Il dit, bon, j'étais en lien avec le rédacteur en chef. Il dit, bon, ce qu'il y a, il faut arrêter les émissions parce qu'on a déjà eu des problèmes en 2011. Je ne veux pas que les mêmes problèmes se répètent. Il faut arrêter les émissions, faites partir tout le monde, à l'exception des gardiens, tout le monde n'est qu'à rentrer chez eux. C'est ainsi qu'on a fait rentrer tout le monde. Comment je suis rentré vers 21h? C'est là que j'apprends qu'il y a des mouvements en ville. Au lendemain, on a commencé à écouter la radio 108, parce que tous les radios sont fermés. Dans leur tentative de délocaliser la radio, ils sont allés à Boudiri. Ils ont incendié la radio de Boudiri, dans les Ganzourou. La radio des Zorovo a été incendiée. Nous étions tous à la maison, on écoutait la radio 108. Jusqu'à le vendredi soir, j'apprends qu'il y a un groupe de commandos qui sont à la radio Sabanef, à la recette de la radio 108. J'ai dit, mais la radio est fermée. Les groupes qui étaient là, ils avaient quelqu'un qui communiquait avec eux pour leur expliquer que non, en réalité, ce que vous cherchez là, c'est pas sur nos sites ici. Bon, finalement, ils ont tout débarrassé. Ils ont bougé certains matériels. Ils ont pris ce qu'ils peuvent prendre. Ils sont partis. Mais pendant ce temps, la radio 108 émettait toujours. Si c'était chez nous, la radio ne devait pas émettre toujours parce qu'ils ont parti avec le matériel. Quand les gens disent que, bon, j'appelle la radio 108 pour soutenir Zida. Justement, vous attribuez la paternité de cette radio et qu'en est-il réellement? Mais moi, c'est la vérité que je viens de vous dire. Vous voulez que j'ajoute quoi? Vous n'y étiez pour rien. Vous n'étiez pas au courant de cette radio. Oui, on a vu quelque part dans certains écrits, Sidnaba qui affirmait que vous étiez à l'origine de cette radio. Je vais vous dire quelque chose. Si j'avais la possibilité de faire cette radio, j'aurais pu le faire et puis déclarer. Moi, je sais que quand la radio émettait, on a eu quand même à discuter beaucoup avec des gens. Même si quelque part je suis pour, je contribue pour que vraiment ce coup d'État-là n'a pas lieu, même si c'est à refaire. Moi, je ne vais jamais soutenir un genre de coup d'État, encore moins un coup d'État. Certains documents même ont qualifié ce coup d'État les plus bêtes du monde. Moi, je ne dis pas les plus bêtes, mais c'est un coup d'État qui ne nous arrange pas, qui n'avait pas sa place. Parce que la transition avait planifié son programme des élections. C'est une semaine avant le lancement des campagnes présidentielles que le coup d'État a lié. Maintenant, quels sont les arguments valables pour faire ce coup d'État? Si la transition avait voulu prolonger la transition, j'aurais pu comprendre. La campagne se passe en 3 semaines.
et ensuite c'est les élections. Si quelqu'un programme son départ dans 21 jours, pourquoi vous voulez coûte que coûte renverser la personne? Non, je ne suis pas politicien, mais quand même vous avez un minimum d'intelligence pour analyser les choses. Même demain, c'est pas parce que c'est Jida qui était Premier ministre, même si c'était un Chinois qui était Premier ministre là. S'il a raison, moi je vais le soutenir. Les militaires ont enlevé votre matériel. Quelle était la suite? Est-ce que vous êtes rétabli dans vos droits? Pas encore, l'exécution n'est pas finie. Nous, on a fourni les images parce que tous les coins et les recoins des Savane FM est munis de vidéos. Donc, on a tous les images en haute définition. Ces gens ne peuvent même pas nier parce qu'on les voit physiquement en train de transporter le matériel. Ils ne peuvent pas nier. Le tribunal a tous ces images-là par le biais de notre avocat. Vous êtes confiant quant à la suite? C'est la deuxième fois qu'on vient enlever vous. Est-ce que vous vous sentez menacé? On ne s'attaque pas à n'importe quel média. Si on nous attaque, ça veut dire que nous sommes capables de bouger quelque chose. Pendant la mutinerie, nous on a pris position ici. C'est cette position qui n'a pas plu aux militaires. J'ai dit, mais si vous avez un problème, c'était mes propos, vous les militaires, si vous avez un problème avec vos responsables, c'est à eux que vous devez vous alerter. Pas la population civile. En mars 2011, il y a eu une mutinerie. Et ils ont pillé, ils ont violé des femmes. Nous, on ne peut pas se taire comme ça. Même si les autres médias ne disent rien, pour cela droit. Mais nous, en tout cas, on ne peut pas supporter des trucs comme ça. Ce sont nos propos du mois de mars, là, et qu'ils sont venus en avril 2015 pour se venger. Et la deuxième pillage, là, c'est le coup d'État. Ils se sont dit que c'est à Savane FM qu'on aimait, 108 là. Mais malheureusement pour eux, ils sont partis avec les matériels et la radio continue d'émettre. Est-ce qu'aujourd'hui vous en savez un peu plus sur cette fameuse radio 108 qu'il a établie? Est-ce que vous en savez un peu plus? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, nous voulons être rétablis dans notre droit. Du moment c'est à cause de cette radio, vous avez été touché. Est-ce que ça vous intéresse pas? Nous, on n'a pas porté plainte contre la radio 108, mais contre l'État burkinabé. Parce que c'est l'État burkinabé qui doit nous rétablir à notre droit. La suite, on a vu que la radio a changé de locaux. Est-ce que c'est lié à cela? Non. Changer de locaux, ça veut dire quoi? Cette maison m'appartient. Je l'ai construite en 2013. Même pendant la mutinerie, c'est sur cette maison que nous on a positionné nos caméras pour filmer les marcheurs. J'ai même pris que cette maison a été construite par Jida. La maison a été construite avant l'arrivée de Jida. Et c'est Jida qui a construit. Donc ça continue toujours? Ça continue même demain. Même INI, Institut des Nouvelles Idées, j'ai commencé la construction en 2012. En 2013, on a fini la construction. C'est en 2014, courant avril et mai, qu'on a fait l'embellissement. Et cette maison aussi est construite par Jida. Pour mieux connaître l'homme, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes avec Aboubakar Sidnaba, promoteur de la radio Savane FM. Pour mieux connaître l'homme, nous allons revenir un peu sur le parcours de Sidnaba, né vers 1962 dans le Nayala. On dit que vous êtes originaire de la Tournée, mais votre grand-père, grand éleveur, a migré vers la Volta où il s'est installé pour son activité d'élevage. Pour être clair, c'est mon arrière-grand-père qui s'est immigré à Pangogo, dans le Yaba, et Nayala, dans le département de Yaba. Mon grand-père est né là-bas, mon père est né là-bas, moi-même je suis né là-bas. Il avait beaucoup de bétail où il ne pouvait pas rester à la tournée. Donc bon, il a cherché un endroit vraiment vaste pour mener ses activités. Pangogo, c'est un village qui fait frontière avec 3 ethnies. Ça fait que les gens qui sont là-bas parlent 3 langues pratiquement. Les San, les Gourouchi et les Moré. Vous parlez ces 3 langues? Non, je parle les Moré. Compte tenu du fait que, après le décès de mon père, moi je suis parti à l'âge de 12 ans. J'ai fait l'aventure vers la Côte d'Ivoire. Avant d'arriver à la Côte d'Ivoire, on dit que vous perdez votre père très tôt, ce qui vous a empêché d'aller à l'école du Blanc. Et vous connaîtrez la rue et vous décidez d'aller à Bobo avec en poche 25 francs CFA. Comment êtes-vous arrivé à Bobo? Sinon, ça a été vraiment difficile. J'ai travaillé durement pour atteindre Bobo Dioulasso parce qu'il fallait 500 francs pour atteindre Bobo Dioulasso. À l'époque, le premier boulot que j'ai eu me payait 50 francs jour. C'était une aveugle qui habite dans un village qu'on appelle Douroula, non loin de la Balsa Noire.
à Tel Mouhoun. Elle m'a employé et c'est moi qui travaillais dans la maison, c'est moi qui pillais l'eau. Moi, en tout cas, j'ai travaillé pour elle. Pendant 10 jours, je me suis dit que bon, j'ai 500 francs maintenant. Je peux atteindre Bobo Dioulasso. Mon objectif, c'est atteindre Bobo Dioulasso et travailler pour atteindre la Côte d'Ivoire. Bon, ces jours-là, elle n'a pas voulu me laisser partir parce que la satisfaisait beaucoup sur le plan de travail. Donc, j'étais triste. Ces jours-là, je n'ai même pas mangé parce qu'elle n'a pas voulu donner mon argent. Dans la même nuit, la fillette qui vit avec elle est rentrée les voir et dit, mais le petit n'a pas mangé. Elle a refusé de manger. Elle m'a appelé dans sa case. Elle voulait savoir pourquoi je n'ai pas mangé. Je dis, je ne suis pas content parce que je vais partir. Elle dit, bon, il faut manger demain matin. Je te remettrai ton argent, tu vas partir. Effectivement, le demain matin, elle a compté des pièces parce qu'elle vendait des tabac. Des pièces de 5 francs, 10 francs, jusqu'à 500. Bon, elle m'a donné l'argent. J'ai pris la route de Dédougou. J'ai marché à pied à l'entrée de la ville de Dédougou vers 14h. Je suis venu à l'arbre pour me reposer. C'est là que je me suis dit, mais je n'ai pas compté l'argent. Et puis c'est moins. Et je me suis mis à compter l'argent. 550. Je recompte 550. Donc ça veut dire qu'elle s'est trompée, elle m'a donné 50 francs de plus. C'est là que l'image de mon père est revenue dans ma tête. Mon père m'a dit de ne jamais prendre ce qui ne m'appartient pas. Donc si je partais avec les 50 francs, c'est comme si j'ai désobéi mon père. Donc j'ai repris la route. Quand je suis arrivé chez la vieille, elle était contente. Elle dit, mais tu as changé de décision, tu es revenu. J'ai dit, non maman, vous vous êtes trompé en me donnant l'argent, il y a 50 francs de plus. Elle a mis sa main sur sa poitrine. Il dit, mon fils, tu es un enfant qui a de l'avenir à cause de ton intégrité. Je ne me suis pas trompé. J'ai ajouté les 50 francs. Mais ce que j'ai à te dire, faire pardon, il ne faut pas marcher la nuit. Il faut dormir. Demain matin, tu vas reprendre la route. Ça, j'ai accepté. La même nuit, il y a son fils qui travaille dans une boulangerie à Dédougou. J'ai venu voir sa mère avec une moto Kamiko. Moi, je suis couché sous l'hangar, j'ai écouté leur conversation et ils parlaient de moi. En repartant tous les matins, il faut déposer l'enfant à Dédougou. Effectivement, quand son fils partait, il m'a réveillé. Bon, il m'a pris. On est arrivé à Dédougou tous les matins. Et puis, il m'a donné 2 miches de pain. La première fois que j'ai mangé du pain chaud dans ma vie. Bon, maintenant, pour aller à Bobo, j'arrive à la gare de Dédougou. J'ai trouvé qu'il y a eu une augmentation des transports suite à la baisse des prix du pétrole. Au lieu de 500, 800. Alors que moi j'avais 575 francs. Les 25 francs que j'avais, en plus, 550 que la veille m'a donné. J'ai tout fait, j'ai négocié, personne ne veut me comprendre. Je suis allé m'asseoir sous un arbre en train de méditer. En même temps, il y avait une polote qui était aussi assise à côté de moi. Elle m'a posé des questions, pas des questions. Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez aller où? J'ai tout expliqué. Elle dit, bon, quel est le conseil qu'elle a me donné? Et de marcher à pied, aller à Warkoué. Arriver à Warkoué là, ça sera 500 francs. Parce qu'elle a entendu dire que Dédougou Warkoué c'est 300 francs. Ah, j'ai dit, tiens, voilà une bonne idée. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher. J'ai fait la moitié du trajet, la nuit. Je suis monté sur un arbre, passé la nuit là-bas. Et le lendemain matin, j'ai commencé à marcher. En fin de la journée, je suis arrivé à Warkoué. Pendant que je me reposais pour attendre le car, il y a un serretier qui passait, et puis son âne déconnait. Il avait besoin de l'aide. Je me suis levé, je l'ai aidé, et puis bon, tout est rentré dans l'ordre, il est parti. Et j'étais toujours assis, j'attends le car. Quand le car arrive, je m'approche, les prix restent inchangés, c'est-à-dire 800 francs. J'étais complètement découragé. Je suis allé m'asseoir encore là où j'étais. C'est en ce moment que Bourema, les serretiers, les appelle Bourema. Cette fois-ci à vélo, et puis il m'a vu toujours assis. Il s'est arrêté. Il dit, mais c'est toi qui m'as aidé tout à l'heure là. J'ai dit oui. Tu as dit quel quartier? Il dit non, je ne suis pas d'ici. J'ai commencé à l'expliquer un peu mon histoire. Il dit bon, est-ce que je suis prêt à travailler avec lui? J'ai dit oui. Il dit bon, je te paierai 50 francs par jour. Chaque matin, je l'accompagnais en brousse avec la serrette, on transporte les bois, on vient revendre avec les femmes dans le village de Warkoué. Pendant une semaine, je me suis dit, bien, ok, voilà, j'ai 300 francs. Et 350, si on va voir. En plus, ce que j'ai là, c'est largement suffisant pour atteindre Bobo Dioulasso. Donc, je lui ai dit, bon, patron, je vais demander la route. Il a dit, bon, tu veux partir? Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais moi, mon trajet ne s'arrête pas ici. Il s'est levé, il est rentré voir sa femme. Moi, j'étais au dehors, j'ai écouté leur conversation. Sa femme dit, non, 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 faut pas les laisser partir, hein. On va plus voir un enfant comme celui-là. Il ressort et me dit, mais, dis mon fils, il faut rester. Même si tu veux, même, je peux ajouter 10 francs. Au lieu de 50 francs, je peux te payer 60 francs. Il dit, dans ce cas-là, on va se lever, on va faire le tour du village là, parce qu'il vendait à crédit, le bois. Celui qui peut nous régler,
un seul voyage, moi j'étais payé. Le chargement c'était à 500 francs. On a fait le tour, les dolotaires, personne n'a l'argent liquide pour mon patron Bourema. Juste qu'il y a une restauratrice là qui s'est proposée de payer, mais elle nous dit de fendre les bois on l'a amené. Si elle va payer 100 francs, j'ai dit, moi, je suis prêt pour ça. J'ai fendu des bois pendant 48 heures. C'est fini. Il m'a payé 100 francs. En plus, l'argent de chargement. C'est ces jours-là que Bourema m'a tout réglé. C'est le même jour que j'ai atterri à Bobo de Lasso. Vous arrivez à Bobo, on dit que ce fut aussi un autre moment. Vous fabriquez des briques, puis vous obtenez de l'argent, vous payez des culottes. Racontez-nous un peu cette histoire de culottes. Cette histoire de culottes, quand je suis arrivé à Bobo, je n'ai pas passé la nuit à Bobo. Il y a un catéchiste là qui m'a appris, comme c'est sur la route de Orodara, c'est un village situé à la sortie de Bobo. Il m'a pris pour la fabrication des briques en terre. Il m'a mis dans les vergers. Je travaille toute la journée et la nuit, je rentre chez lui, passer la nuit. Là-bas aussi, c'est 50 francs un jour. Bon, à un moment donné, j'avais que tous mes 2 kilotes étaient trouillés. Ce qui fait que je me lève très tôt pour que les filles là, ne me regardent pas mes fesses. Je laisse la nuit tomber avant de rentrer. J'ai travaillé pendant un bout de temps. J'ai demandé à mon patron de me régler ça. Je vais aller à Bobo pour me changer quand même des culottes. Il n'a pas discuté. Au lieu de 550, il m'a donné 600 francs. Arrivé à Bobo, à l'entrée côté ouest, il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie Oué. Je suis rentré voir un certain Darman Yamoyogo, un gars de Koudougou qui vendait des pulperies. J'ai pris les 2 culottes, un à 50 francs, l'autre à 25 francs. Et j'ai négocié même pour me déshabiller sous son hangar là-bas et puis me rhabiller. Parce que vraiment c'était vilain quoi. Pour rentrer même dans la ville, j'ai pris des feuilles là, mettre sur mon dos pour casser les 2 trous là. En face de la pharmacie, je voyais une blanche qui sortait de la pharmacie avec 2 enfants noirs. Je ne sais pas si c'est des enfants adoptifs. Elle m'a vite tenu l'autre culotte, que c'était à 50 francs. Si c'était en vente, j'ai dit oui. Elle dit quoi? Mais j'ai dit 200 francs. Elle n'a pas hésité. Elle a payé la culotte à 200 francs. Elle l'a remis à l'enfant. Sur place, je me suis dit, mais donc la commerce c'est mieux que tout ce que j'ai fait là. En rien de temps, je gagne 150 francs de bénéfices. Tiens, je ne vais plus les répartir à Koumi. Je suis rentré encore voir Darman Yamoyogo. J'ai dit, ben voilà, je vais prendre toute mon économie là, acheter des friperies là, pour faire les tours des marchés pour vendre. C'est ce que j'ai fait. Mais à ce moment, je ne me réalisais pas où est-ce que je dois dormir. C'est la nuit venue maintenant que je me suis rendu compte qu'il faut un endroit pour dormir. Mais en face du marché, il y avait un vieux là, paix à son âme, Salif. Dans sa cour, là, il y a un magasin en face du marché, magasin de friperie. Je suis allé m'asseoir avec les gardiens jusqu'à la nuit. À un moment donné, un des gardiens posait une question. Il dit, mais toi, tu es dans la cour ou bien tu es de l'autre côté? J'ai dit, non, moi, je ne connais personne ici. Je lui ai raconté un peu mon histoire. Il dit, bon, si c'est pour dormir, nous dormons au dehors ici. Tu sais qu'il fait froid. Parce que tu peux supporter. Il dit, il n'y a pas de problème, papa. Ils m'ont accepté. J'ai passé la nuit avec eux. Mais il y a un événement qui s'est passé au cours de la nuit qui m'a empêché de rester là-bas. Donc, on a tué un voleur devant vous. Un voleur devant moi. À mon âge, quand même, c'est quand même pas bien qu'un enfant assiste à une telle violence. Un voleur qui a quitté le marché, les gardiens des marchés l'ont poursuivi vers les magasins. Et c'est là qu'ils l'ont tiragé. Ils ont commencé à les bastonner jusqu'à ce qu'ils meurent. Si je ferme mes yeux comme ça, j'entends toujours la voix de monsieur qui dit Aïe Sabri Allah Kama, Aïe Sabri Allah Kama, jusqu'à ce qu'on les tue. Vu de tout ça là, je me suis dit que ce n'est plus la peine de rester là-bas. Après Bobo, ça sera l'aventure en Côte d'Ivoire? Pas les mêmes jours que je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai continué avant la filperie, mais je ne dormais pas là-bas. Je dormais sous le pont d'Akarville. J'ai passé 3 mois sous le pont. Les jours que j'ai compté 3000 francs de bénéfices, c'est ces jours-là que j'ai pris le terrain pour boiter à 2400 francs. Bon, la suite maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. C'est une autre étape. Comme votre temps n'est pas long. Parlez juste, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Côte d'Ivoire? Je vous apprends que je suis un planteur. Aujourd'hui, je suis un planteur. Avant de me lancer dans la plantation, j'ai fait du travail quelque part dans les chantiers forestiers là. C'est là-bas que j'ai eu un peu d'argent. Et à l'âge de 18 ans, que j'ai fondé ma plantation. Il semble que c'est après le Libéria, vous êtes allé vendre des boussoles et c'est là-bas que vous avez eu l'argent pour acheter ce champ. On ne vend pas les boussoles, c'est-à-dire la boussole c'est pour limiter les santé, la délimitation. C'est ça que j'ai fait. Au lieu de percevoir un salaire de 20 000 francs par mois, j'ai pris mon courage et j'ai proposé à prendre le travail là en contrat avec les Blancs.
ont accepté. C'est suite à ça que j'ai eu un peu d'argent, jusqu'à 700 000 francs. Ça dépasse 20 millions aujourd'hui. C'est avec ça que j'ai acheté la forêt pour commencer la plantation. Et aujourd'hui, j'emploie une trentaine de personnes là-bas. Je peux même dire que la plantation a contribué beaucoup pour mon investissement ici au Burkina Faso. C'est que les gens ne savent pas. Les gens pensent qu'à la radio, il y a l'argent. Est-ce que je suis le seul qui fait radio ici? Vous revenez au pays, l'amour de la radio vous prend. D'abord, vous commencez par les contes. Ensuite, avec la naissance de Savane FM, votre émission Sonré, qui vous révèle où vous est venue cette idée de lire les journaux en langue nationale. On peut dire que c'est de façon accidentelle que je suis rentré à la radio. J'aimais trop les radios. Il n'y avait pas de radio FM. Mais moi, j'ai écouté presque toutes les radios de la sous-région. Et je connaissais presque les émissions par cœur de chaque radio. Depuis mon enfance, j'écoutais même les contes de Lalé Naba qui m'a beaucoup impressionné. Donc quand je suis rentré en 87, j'ai cherché à découvrir les compteurs et les contes. Où est-ce qu'on fait les comptes? C'est les Lalé Naba. Je suis parti, j'ai regardé dans un premier temps. La deuxième fois que je suis parti, j'ai eu le courage de proposer pour faire les comptes. Parce que les gens reprenaient le compte de Lalé Naba, mais ils défigurent totalement les comptes. Moi, je me suis dit que ce n'est pas normal. Moi, j'ai écouté les contes quand j'étais petit, mais c'était pas comme cela. Quand j'ai commencé à faire les contes, tout le monde était impressionné. Tous les animateurs, y compris le Lalé Naba lui-même. Je me souviens que c'est Lalé Naba Belemwende, mais pas Avaga. Je n'ai pas connu Lalé Naba Avaga. C'est après cela que j'ai eu l'occasion aussi d'animer une émission à la télévision nationale, une émission intitulée Wakatandabe, avec Rock Tawoko, Augustin, et à son âme. Ensuite, j'ai eu l'occasion aussi d'animer à la radio rurale en titre bénévolat. Et c'est suite à l'ouverture de Radio Horizon FM en 90, le promoteur était ami à un ami, Jean-Léonard Compaoré, qui était ministre à l'époque dans le gouvernement Compaoré. Et c'est Compaoré qui a parlé à Moustapha, j'ai quelqu'un qui anime très bien. Si tu as cet élément-là dans ta radio, ça va vraiment t'aider. Et Moustapha m'a appelé, je suis parti, c'était le 3 janvier 91. Les tests étaient en direct. Après mon animation, il m'a retenu. Le même soir, il m'a donné une émission et j'ai commencé à animer. J'ai fait 2 ans, c'est Moustapha, j'ai quitté ce Moustapha, aller à Nouvelle Confesserie de Burkina, comme chargé de publicité, le tour de Burkina pour faire la publicité des bonbons. C'est là que Sankara Inoussa a lancé son projet. Et celui qui était son bailleur de fonds, c'est mon patron, Bouddha Edouard. Et Bouddha m'a détaché à Radio Énergie. C'est suite à la fermeture de Radio Énergie, après la mort de Sankara, qu'on a créé la Savane FM. Voilà, maintenant, vous avez posé la question par rapport à l'émission Sonré. Bon, je me suis dit que les Monré, au Burkina Faso, je vais parler des monréphones, quoi. Je ne veux pas dire que les monréphones sont 2 fois plus nombreux que les autres langues, mais les monréphones ne sont pas négligeables, particulièrement dans la région du centre. Donc je me suis dit que, au lieu de parler la langue qui n'est pas très connue, parler la langue où tout le monde comprend et détailler tout ce que les gens entendent et ils ne comprennent pas. Les journaux parlaient en français là. Les gens écoutent, mais combien de personnes peuvent écouter et puis comprendre? Pourtant, la réalité du pays là ne doit échapper personne. Tout le monde doit être informé au même degré, au même niveau. C'est l'idée de la création de l'émission Sonré. Et aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas d'avoir créé. Nous sommes malheureusement pris par le temps. On va juste aborder un dernier volet avant de vous laisser partir. Vous aussi, vous êtes réalisateur, vous êtes dans le cinéma avec beaucoup de films dont on peut citer un certain nombre, Ouibdo, Fantôme dans la cité et j'en passe. Où est-ce que vous tirez un peu cette inspiration? À la radio, ici, vient de façon accidentelle. Mais le cinéma, la première fois que j'ai mis pied dans une salle de ciné, c'est à Sinéoué, quand j'ai dormi sous le pont à Bobo. J'ai économisé pendant 1 semaine pour avoir les 40 francs là, parce que je me suis privé de nourriture que j'ai mangé 10 francs par jour, pour pouvoir avoir 40 francs, aller voir le ciné. La première fois que j'ai mis pied dans une salle de ciné, mon première impression là, j'ai dit ce travail-là. Tôt ou tard, moi-même, je vais le faire, c'est-à-dire devenir cinéaste. Ça m'a beaucoup impressionné. Et j'avais des inspirations qui pouvaient vraiment faire ce travail. Mais je ne savais pas ce que c'est, comment faire pour devenir cinéaste. Mais maintenant, comme l'occasion s'est présentée, dans les années 96, j'ai commencé à faire mes scénarios. Et je suis parti voir le ministre Mahmoudou Ouedraogo. J'avais 2 scénarios sous la main. Le ministre, je l'ai connu avec mon patron, et j'étais des amis. Et Rock Tawoko était ami à Mahmoud Ouedraogo. Donc je suis allé le voir. Il dit, ben, moi, c'est un scénario. Je souhaiterais que vous m'aidez avec les matériels de tournage. Je n'ai pas d'argent vraiment pour louer les matériels à DCN.
Je n'ai pas besoin que vous me souteniez financièrement, mais matériellement. Bon, il a pris les 2 scénarios, m'a dit qu'il va lire lui-même et puis me revenir. Effectivement, il a lu les 2 scénarios. Après, il m'a appelé et dit, bien voilà, les 2 scénarios là, l'autre n'est pas ça, mais l'autre, tu peux les tourner. Il a pris un papier et dit, voilà, j'ai transmis déjà ton scénario à Meda Stanislas, DG de DCN. Il m'a fait un papier et dit, bon, allez lui remettre ces papiers-là. Je suis parti, j'ai remis les papiers à Meda. Meda m'a dit que lui, il a lu les scénarios hier, que c'est vraiment parfait. Et il m'a félicité pour ça. Lui, à son tour, il m'a fait un autre papier d'aller voir les services DCN là à Gomé pour qu'on m'aide avec le matériel. Je suis parti. Les techniciens qui m'ont réussi là, ils m'ont découragé. On dit non mais écoute Shinava, le cinéma c'est pas comme la radio. La radio, tout le monde peut devenir homme de radio, hein. Il peut parvenir comme ça à la radio et puis ça passe. Mais attention, le cinéma c'est pas comme cela. Ce qu'on peut faire, tu peux nous donner votre scénario, nous allons chercher des financements, on va réaliser, mais on va quand même écrire comme quoi l'idée originale vient de Shinava. Ça, on ne peut pas vous regarder ça. Je dis ok. Si c'est ainsi, vous allez me laisser un bout de temps. Je vais revenir vous voir. Quand je suis parti, je ne suis plus reparti voir les ministres ni les DG. Parce que je n'ai pas rentré entre les gens. Mais je me suis dit, si Dieu veut que je sois cinéaste, un jour je serai cinéaste. Le tout premier film, vous avez tout hypothéqué, maison, villa. Jusqu'à une date où le numérique commençait à prendre l'ampleur. Les gens ont commencé à tourner avec des petits budgets. J'ai fait partie des tout premiers cinéastes qu'on tournait en numérique. Je me suis dit, mais aujourd'hui là, comme la DCN ne m'a pas donné les matériels, si j'ai une caméra et puis un ordinateur, je peux faire mon film. J'ai évalué, il me fallait au moins entre 13 à 15 millions. Je suis allé à Biwa. Je me rappelle, quand je suis parti avec les dossiers, il y a un blanc qui s'appelle M. Kouri, qui était directeur adjoint de la banque. Il n'a pas voulu, parce qu'il a dit que c'est de la folie. Toi, tu n'es pas cinéaste et tu veux prendre un crédit pour faire des cinémas. C'est pas possible. C'est de la folie, ça. Mais comme je ne sais pas quoi faire, j'étais obligé de demander une intervention à un ami qui est aujourd'hui président du PASO. Il était vice-président de l'Assemblée nationale, Roch Marc-Christian Kaboré. Je sais qu'il était de la banque parce que la première fois qu'on m'a présenté Roch, c'était en 87. C'est de l'arène Ava Belemone qui me l'a présenté comme DG de la banque BIB. Et il a dit ceci, Monsieur Kaboré, vous êtes mon fils, Sidnava est mon fils, vous deux vous êtes mes enfants. Attrapez-vous, entraidez-vous. Donc depuis ce jour-là, on se connaît. Je ne suis pas allé voir Roch parce qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'un ami, en tant que quelqu'un qui se connaît dans les milieux financiers, d'intervenir auprès de la banque. Je lui ai expliqué. Lui aussi m'a dit que mais que c'est un risque que tu prends chez Nava. J'ai dit oui, je sais que c'est un risque. Il dit bon, je ne vais pas intervenir directement, je vais voir les PCA. Je vais l'appeler, tu vas aller le voir. Monsieur Guevara, tous ces gens-là vivent toujours. Hein. Si j'allais voir Guevara a appelé la banque, il a appelé les blancs là devant moi. Et je suis reparti. C'est ce jour-là qu'on nous a viré l'argent, 13 millions, avec la garantie de la villa de ma mère. Maintenant, mon collègue qui est là, Abissi Salmay, c'est lui qu'on a dépêché à New York pour acheter les matériels. Quand les matériels arrivaient, il n'y avait plus d'argent pour embaucher des techniciens pour faire le travail. Alors qu'il faut rembourser l'argent. Sinon, on peut perdre la villa. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, je n'apprends pas 2 fois quelque chose. Et vous étiez devenu caméraman, voilà, acteur, tout à la fois. J'ai déballé les matériels et j'ai commencé à filmer. Après une semaine d'exercice, j'ai lancé le tournage. Moi-même, je suis acteur dans le film. En même temps, les caméramans. Je déclenche, je fais mon sang, je déclenche la caméra et je rentre dans le sang, je joue et je reçois pour couper. C'était ce qu'on a fait pour monter les premiers longs métrages de la cité pourrie. Là. Bon, on a remis le film d'abord à Sini Nerwaya pour projeter. Ils ont gardé le film pendant 1 mois et ne programmaient pas. Parce qu'ils hésitaient. Finalement, ils ont programmé le film. Et j'avais honte même d'aller voir, parce que je ne croyais vraiment pas à ce que j'ai fait là. Mais un jour, j'étais dans la cité, en 3, pour voir un ami, Bourema Badini, qui était ministre de la Justice à l'époque. En quittant ce Bourema, j'ai emprunté la voie qui passe devant Sini Nerwaya. C'est là que j'ai vu les parkings qui étaient pleins jusqu'à l'autre goudron. J'ai même oublié que mon film passait là-bas. Donc je me suis arrêté,
au niveau du parquet là, j'ai descendu mon vitre et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe ici. Il dit non, que les films de Sidna, voilà, depuis une semaine ici, c'est l'engouement. Hein. J'ai dit mais quoi? Je suis allé me garer loin. Et je suis revenu dans la salle pour voir ce qui se passe. J'ai vu que les gens ont fait un rang jusqu'au goudron, au dehors là, pour acheter les tickets pour le deuxième séance. J'attendais quand le premier séance est fini, le deuxième séance, je suis rentré. J'ai vu que la salle était pleine, les gens sont contents, les gens rient partout. J'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Vous savez, dans les salles là, on fait la part égale, 50%. Par exemple, si la salle est pleine, s'il y a 10 000 personnes, vous avez 2 millions, divisé par 2. Et par jour, la salle est pleine pendant un mois. Ça a permis de... Et je suis allé voir Idrissa Ouedraogo, Père son âme, qui gérait la PAC, la Sini Burkina. Mais Idrissa aussi, il a hésité beaucoup. Il dit, toi, Sidna, cinéaste, est-ce que les gens n'ont toi aussi? Il dit, mais grand frère, il faut aller voir à Nerwaya. Les films marchent là-bas. Jusqu'à ce que les Nerwaya finissent de projeter, Idrissa a hésité toujours. Mais quand Idrissa a programmé les films, au lieu d'un mois là, il a fait 2 mois. C'est suite à ces projections-là que je suis allé solder et puis retirer les péages de la villa. Et la suite des tournages maintenant, on a eu recours à des techniciens professionnels pour me soutenir. Pour le restant des films, vraiment nous sommes pris par le temps. On aurait dû continuer avec l'aventure, puisqu'il y a eu d'autres films qui ont été tournés après, qui ont eu du succès. Mais ce n'est que partie remise. Nous allons dire merci à Aboubacar Sidnaba de nous avoir reçus chez lui. Merci de nous avoir écoutés. C'est moi qui vous remercie et je souhaite plein succès à notre radio. Je dis bien notre radio. C'est la radio Burkina que les gens m'ont entendu pour la première fois. Donc je ne saurais vraiment oublier cette faveur. Je remercie le service de programmation de votre radio qui est rangé à ma modeste personne. Et je vous souhaite vraiment bonne chance. En toute vérité, un grand